Alors je vous l'ai déjà dit, c'est un plaisir quand arrive le moment de parler de la Marvel Epic Collection en VO parce que je fais la VO avant tout pour ce qui me concerne et je vous présente aujourd'hui un volume que vous avez identifié très vite, hein. Rien qu'à la couverture, ça vous évoque quelque chose, Merlin, Iron Man et Fatalis, évidemment ça va s'appeler Doom, le nom VO de Fatalis. David Michelinie, Bob Layton sont les grands artisans du Iron Man de l'époque, qu'on va donc aller voir. Alors il s'agit d'un volume qui remonte aux années 1989 et 1990, et ce sont des années importantes pour le personnage. Alors d'abord pour Tony Stark en particulier, qui ne traverse pas une période extrêmement favorable, parce qu'à l'époque, notre multimilliardaire Playboy vient de se faire tirer dessus par sa compagne d'alors, enfin en réalité compagne, disons, par une jeune fille agréable qu'il a rencontrée et qu'il a séduite, qui s'appelait Katie Dare, et la pauvre fille avait tout de même une certaine instabilité mentale qui l'a poussée à tirer sur Tony lorsqu'elle a été tout simplement éconduite, comme finalement ça arrive à toutes les fiancées du moment de notre ami Stark, et cette balle s'est logée dans la colonne vertébrale de Tony Stark, qui s'est retrouvé donc bloqué sur un fauteuil roulant. Alors certes, un fauteuil extrêmement technologique, néanmoins qui va l'obliger à déléguer une partie de ses affaires et qui va le convaincre petit à petit d'abandonner son identité de Tony Stark pour apparaître quasiment uniquement sous forme d'Iron Man. Et puis, Tony Stark, vous le savez, il a des ressources invraisemblables. Il a également des amis qui sont à ses côtés pour l'aider, comme par exemple Ray Lacoste, qui est une très jolie blonde qui va être un soutien important pour lui. Et il va réussir à mettre la main sur le traitement expérimental qui a été développé par une certaine professeure Sondheim. Il va subir une opération extrêmement complexe et dangereuse, grâce à laquelle il va réutiliser peu à peu ses jambes, il va redevenir capable de marcher. Alors tout ça a été raconté assez vite tout de même, hein, parce qu'en l'espace de 5 ou 6 mois, on passe de Tony Stark en fauteuil désespéré à Tony Stark de nouveau debout et prêt à affronter de nouveaux défis. Néanmoins, ce sont des épisodes qui ont marqué leur époque. On se souvient tous, si on a mon âge, c'est-à-dire presque la cinquantaine, d'avoir lu les grandes aventures de Tony Stark et de Iron Man dans les pages de Strange, ou bien de Nova, à l'époque où c'était publié dans le petit format. Et ces épisodes-là, ce sont vraiment quelques-uns des moments les plus inoubliables. Évidemment, arrive à un moment donné le numéro 249 et 250 à de Iron Man, dans lequel il va de nouveau faire équipe avec Fatalis. C'est la seconde fois que les deux sont associés dans des épisodes spéciaux, et ils vont se retrouver projetés à l'époque, dans une époque futuriste, cette fois-ci, où ils vont devoir aider Merlin, qui est censé être celui qui permet au roi Arthur de retrouver sa couronne, sachant qu'entre-temps il a rajeuni. C'est devenu une espèce de petit gamin qui, bien entendu, est inexpérimenté et qui est loin d'avoir la prestance nécessaire pour récupérer son trône. Et ils vont les aider dans un futur lointain où Iron Man va même avoir l'occasion de constater que sa descendance est assurée et que cette descendance d'ailleurs tente de le tuer à un moment donné, et même Fatalis va rencontrer aussi sa version extrêmement lointaine dans le futur, et il va se rendre compte que ce qui l'attend n'est finalement pas si joli que ça. Et ce sont des épisodes mythiques, hein, ça fait partie de la légende d'Iron Man. On a tous, là encore, si vous avez mon âge, si vous avez connu ça en direct, on a tous été complètement séduits par ça. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, cette couverture originale était aussi la couverture du numéro de Strange qui contenait cette histoire. Donc là encore, hein, pour les artistes, c'est Michelinie qui écrit. Michelinie, d'ailleurs, on pourrait peut-être même parler de l'un des tout meilleurs scénaristes des années 80-90. On a tendance à l'oublier, mais on lui doit énormément d'histoires, un peu sur le ton soap opéra, super-héroïque, le tout mélangé. Il savait vraiment faire. Et puis Bob Layton, artiste légendaire majeur du personnage. Alors il n'y a pas que du Bob Layton hein, dans cet album, malheureusement il y a beaucoup de dessinateurs qui se succèdent. À un moment donné, il y avait un peu de retard, on était sur le point d'arriver dans les secondes Armor Wars, donc la guerre des armures 2, qui allait bientôt débuter avec John Romita au dessin. D'ailleurs, à la fin de cet album, vous avez du John Romita, donc on le voit apparaître dans le premier véritable épisode de cette nouvelle guerre des armures. Mais en attendant, souvent il fallait meubler.
Et pour meubler, on avait des récits qui n'étaient pas forcément mauvais. Par exemple, celui où Tony Stark vient en aide à un ami de fac qui a un gros problème d'argent et qui doit absolument payer des criminels pour libérer sa fille qui a été enlevée. C'est un épisode qui est assez agréable à lire et que j'aime beaucoup, qui est assez touchant. Mais par contre, au niveau des dessins, eh ben, c'était pas toujours extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on a eu un peu de tout. Là, par exemple, c'est le fameux épisode avec l'ami en question dont je vous parlais. Et on a de la chance tout de même, parce qu'on a aussi parmi les dessinateurs invités Gene Colan. Alors Colan, évidemment, son style est très reconnaissable. Les personnages étirés, les personnages qui ont cette tendance un peu à marquer la page par leurs mouvements assez formidables, avec beaucoup d'ombre marquées sur les silhouettes. Mais il y avait aussi, par exemple, Herb Trimp. Alors Herb Trimp, le regretté Herb Trimp, qui, à mon sens, n'a jamais été très 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 bon sur les super-héros classiques. Alors, sur Hulk, ça passait, mais fin 80, début 90, je me rappelle d'un annual de Fantastic Four où c'était absolument dégueulasse. Voilà, je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas d'autre mot. Et puis là, c'est pareil sur Iron Man, c'est vraiment pas joli joli. Regardez-moi ça. Enfin, on va pas dire que ça mériterait de finir dans un musée, quoi. Voilà. Et cet album-là, il se termine avec un annual, il se termine avec l'annual où Iron Man est aux prises. Je vais vous montrer ça, mais je l'ai déjà montré, je pense, dans le passé, parce que à chaque fois que on revient sur cette période dans la Epic Collection, eh ben, les mêmes épisodes sont parfois publiés, ce qui veut dire que moi, cet annual-là, je dois l'avoir dans plusieurs Epics. C'était la grande saga Terminus Factor qui impliquait aussi Captain America, les Avengers. Et cet épisode-là d'Iron Man, je crois que je l'ai déjà lu dans le volume de l'époque de la Epic Collection des Avengers et dans le volume de la Epic Collection de l'époque de Captain America. Donc je finis par avoir un certain nombre de doublons. Ça, c'est le petit problème quand on fait cette collection, c'est que parfois on a des épisodes qui reviennent. Mais bon, pour l'ensemble, bah, c'est quand même très très bon. Ça vient conclure toute une phase, le Iron Man de Michael Layton. Ça vient en ouvrir une autre, l'arrivée et le retour même de John Romita Jr. sur Iron Man. Entre les deux, pas mal d'épisodes sympas, liés aussi aux actes de vengeance. Des trucs un peu plus anecdotiques. Et puis le grand moment, évidemment, la nouvelle rencontre, la nouvelle association Iron Man Fatalis, qui fait partie du top du personnage. Bref, j'adore absolument la Epic Collection. Ce volume-là, si vous aimez Iron Man, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà ou que vous entendiez vous le procurer bientôt. Et à mon avis, c'est une bonne idée. Voilà, à bientôt.